Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz sur Radio IDFM avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Après notre interruption estivale, merci d'être à notre écoute pour le premier numéro de cette nouvelle saison de Décryptons le monde, toujours en compagnie de Gérard Vespierre, avec lequel nous allons reprendre notre découverte des affaires internationales. Bonjour Gérard, avez-vous passé un bon été ? Bonjour Jacqueline. Oui, excellent, je vous remercie. Un peu de repos, mais aussi beaucoup d'activités d'écriture et d'interview que nos amis auditeurs peuvent retrouver, s'ils le souhaitent, sur mon site www.lemondedécrypté.com. L'actualité internationale fut en effet particulièrement riche et je me doute que vous allez avoir de très nombreuses questions à me poser. En effet, Gérard, puisque nos regards ont été attirés par la Chine, la Russie, mais surtout beaucoup par le Moyen-Orient, avec naturellement dans cette région l'Afghanistan, qui a joué un rôle particulièrement fort ces dernières semaines. Et je vous propose que vous nous aidiez à y voir un peu plus clair sur ce dossier afghan. Bien volontiers, d'autant plus qu'il a présenté beaucoup de caractéristiques auxquelles la plupart des observateurs ne s'attendaient pas particulièrement. Nous avons assisté à la chute d'un gouvernement, à vrai dire d'un État, et à la victoire d'une force de guérilla, pratiquement sans effusion de sang, à la chute et à une victoire finale sans opposition armée, sans guerre. Oui, et justement, pouvez-vous décrypter pour nous ce processus qui a surpris tout le monde ? Comment l'État afghan a-t-il pu s'écrouler, disparaître de cette façon ? La communauté internationale s'attendait à des affrontements, à une lutte. Que s'est-il passé selon vous ? Eh bien, je crois qu'il faut y voir la convergence inattendue des intérêts nationaux afghans et de ceux des voisins et des proches voisins de l'Afghanistan. Commençons, si vous le voulez bien, par un des derniers messages du président renversé, Ashraf Ghani. Nous souhaitons la paix et la stabilité. Et donc, si on commence par regarder ce qui s'est passé au niveau de l'État afghan, eh bien, l'État afghan n'a pas souhaité entamer, entrer, débuter, se lancer dans une guerre civile. Parce que d'abord, effectivement, c'est une responsabilité devant l'histoire que d'entamer un conflit dont on ne connaît pas les limites et la fin. Donc, ce qui a été lancé à la tête de l'État, eh bien, a été poursuivi dans d'autres structures afghanes, telles que essentiellement l'armée. L'armée afghane a disparu, n'a pas souhaité combattre. Et donc là, il faut y voir aussi un aspect de cette volonté de protéger la population afghane d'un conflit interne. Et bien sûr, il y a la patte des talibans qui ont aidé à cela, peut-être avec quelques généreuses valises de billets, mais n'en disons pas plus. En tout cas, l'armée afghane n'a pas souhaité effectivement développer un conflit. Et troisième volet, donc après la tête du gouvernement, l'armée, eh bien les seigneurs de la guerre, les responsables des provinces, Khan à Herat, Dotsum à Mazar-i-Sharif, eh bien ils sont revenus, mais eux aussi n'ont pas voulu ou n'ont pas pu s'opposer avec leurs milices à la prise de leur ville et de leur position par les talibans. Donc, voyez-vous, l'ensemble de l'appareil du pouvoir sortant n'a pas souhaité partir et n'a pas voulu livrer son pays à une guerre civile désastreuse. Désastreuse pour tous les Afghans et pour le pouvoir lui-même qui se retirait. Les autres forces, l'armée et les milices, les seigneurs de la guerre, ont suivi chemin. Voilà pour le volet national afghan. Vous évoquiez, Gérard Vespierre, un autre facteur explicatif à cette chute de pouvoir sans coup de feu, les voisins et ceux que vous avez appelés les presque voisins. Quelle est votre analyse à leur sujet ? Commençons, si vous le voulez bien, Jacqueline, par les voisins immédiats, donc les pays ayant effectivement une frontière commune avec l'Afghanistan, c'est-à-dire l'Iran, le Pakistan et la Chine. Eh bien, l'Iran, n'est-ce pas, avec ses centaines de kilomètres de frontières communes, 800 je crois de mémoire, n'a pas souhaité effectivement qu'un de son voisin immédiat se lance dans une telle guerre interne, parce qu'elle a déjà
reçu pratiquement 800 000 réfugiés. Grande partie des réfugiés musulmans chiites, donc des Hazaras, qui sont persécutés par les talibans. Donc il y a une situation de refus de l'Iran d'avoir plus de réfugiés, une incapacité dans sa situation économique, sanitaire avec le Covid, pratiquement 400 000 morts, on ne le dit pas suffisamment. Donc l'Iran s'est arrangé pour qu'il n'y ait pas de conflit interne, de guerre civile en Afghanistan. Le Pakistan, deuxième grand voisin, donc a ses propres mouvements talibans. Le Tehrik est taliban de Pakistan. Donc là aussi, il n'a pas souhaité qu'il y ait un conflit entre la population civile afghane et puis le mouvement taliban, parce que ça pouvait avoir des répercussions sur son propre territoire. Et enfin, la Chine, alors qu'il y a une très courte frontière, n'est-ce pas, 75 km, mais cette frontière, c'est la frontière avec la province du Xinjiang. Et qu'y a-t-il dans le Xinjiang ? Eh bien, il y a encore pratiquement une majorité, ou une presque majorité, de Ouïghours, c'est-à-dire de musulmans. Donc on comprend très bien l'intérêt de la Chine de ne pas avoir à sa porte un conflit interne, militaire, guerre civile en Afghanistan, qui par porosité pouvait gagner son propre territoire. Donc voilà pour les voisins directs. Et que dire maintenant sur les pays presque voisins ? Avait-il ou non également intérêt à un Afghanistan sans guerre civile ? Eh bien, il s'agit rien de moins que de l'Inde et de la Russie. Leur intérêt, eh bien, vous allez pouvoir en juger vous-même. Donc la Russie, elle a des États intermédiaires entre elle et l'Afghanistan en termes géographiques. Donc les stans, comme on les appelle, donc le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Elle ne souhaite pas effectivement que ces anciens territoires de la République soviétique, mais maintenant donc des territoires indépendants, musulmans, eh bien, soient exposés directement à un conflit potentiel de guerre civile interne en Afghanistan. Donc il y a, en plus de ces ex-républiques soviétiques, eh bien, tout le Caucase russe, n'est-ce pas ? Le Daghestan, la Tchétchénie, l'Ingouchie. Et donc, au total, dans l'ensemble de la Russie actuelle, vous avez, selon les estimations, 12 à 13% de population musulmane. Donc on comprend très bien que, vu de Moscou, aussi bien pour protéger ses proches voisins, donc anciennes républiques, que ces provinces actuelles à dominante ou à grande majorité musulmane, eh bien, elles ne souhaitaient pas qu'il y ait cette effervescence de guerre civile interne en Afghanistan qui pouvait se propager chez elles. Et deuxièmement, l'Inde. Eh bien, quel est le problème de l'Inde ? Le problème de l'Inde, c'est le Cachemire. À 70% de la population des 13-14 millions de Cachemiris sont musulmans. Donc on voit très bien que si il y avait un conflit interne en Afghanistan, eh bien à nouveau, crainte de porosité. Et donc d'une agitation, des attentats au Cachemire, poussé par une révolution interne ou des tensions internes en Afghanistan. Donc, à ce jour, beaucoup de choses ont été faites en conséquence pour éviter un conflit interne, une guerre civile. Les éléments internes à l'Afghanistan tels qu'on les a présentés, la résistance dans la vallée du Panjshir, les manifestations des femmes, les répercussions contre la minorité chiite, Hazara, seront-elles les ferments d'une guerre civile ? Parce que tout s'est bien passé à peu près d'un point de vue versement de sang. Mais est-ce que ça va continuer ? Grand point d'interrogation. Merci Gérard pour cette analyse très large et originale, des propos que nous n'avions pas encore entendus sur l'Afghanistan et sur les autres médias. Nous retrouvons bien là la spécificité de votre regard, toujours très factuel. On marque une pause après ce premier volet de notre émission.